Bonjour et bienvenue à tous pour ce webinaire, conférence sur le sujet des super agents IA destinés aux performances marketing et commerciales. C'est parti. Alors, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas rapidement. Alors, c'est pas moi qui me présente d'ailleurs, c'est notre outil qui a tendance à être un petit peu, comment dirais-je, un petit peu gentil avec moi, donc qui présente mon double parcours, essentiellement marketing-vente d'un côté, et d'autre part lié à l'intelligence artificielle. J'ai commencé à travailler sur l'intelligence artificielle chez Atos il y a bien longtemps, et depuis, j'ai pas cessé de le faire. Mon expérience précédente, j'étais en charge du marketing et des ventes chez Akio, qui est un logiciel service client qui est blindé d'IA, et également, donc bien sûr maintenant, chez Zenbaya, dont je suis directeur marketing et commercial. Zenbaya et IA for Business, je vais en reparler d'ailleurs un petit peu après, qui est notre média qui évoque l'adoption de l'intelligence artificielle par les entreprises. C'est parti, on va parler des super agents. Et donc, avant de parler des super agents, il faut peut-être redéfinir un petit peu ce que c'est un super agent, parce que même si tout le monde sait ce que c'est que l'intelligence artificielle générative, dans cette salle, il y a des notions un petit peu plus complexes ou plus récentes aussi d'ailleurs, qu'il faut repréciser pour que vous puissiez bien saisir toute la valeur ajoutée de ce qu'on va vous présenter après. En bas de la pyramide des agents, il y a ce que tout le monde utilise au quotidien, à savoir les LLM. Donc ChatGPT, Mistral, Claude, et pour ceux qui aiment les Chinois, Qwen, DeepSeek, etc. Ces agents, ces LLM, Large Language Model, peuvent être producteurs de texte. On pose une question, on a une réponse. Ils peuvent produire également d'autres types de contenus, savoir des vidéos, des logos, des slides, des podcasts, etc., etc. Et être dans ce cas multimodaux, c'est le cas par exemple de Notebook LM. En tout état de cause, ça présente l'avantage d'être extrêmement simple à utiliser. Vous posez une question, vous avez une réponse, mais également d'être limité justement au mode question-réponse. Et donc, assez vite, s'est posé chez les professionnels dans les entreprises la question de comment je réintègre cette capacité assez extraordinaire dans mes processus métiers. Typiquement, dans un processus de recrutement, là, quand vous recrutez quelqu'un, il ne suffit pas de poser une question à un LLM et d'avoir la réponse. Il y a tout un processus à mettre en place, créer l'annonce, la produire, la publier, sélectionner les CV, lire les CV, prendre des rendez-vous, faire un premier entretien, etc. Donc ça peut être très complexe. Donc comment est-ce qu'on réintègre ça dans les processus métiers, sachant que le premier niveau, il apporte déjà de la valeur ajoutée, avec un défaut, on va le voir, qui est qu'on fait ce qu'on appelle un petit peu du shadow AI, c'est-à-dire que chacun utilise les IA un petit peu à sa façon, dans son coin, pas toujours avec beaucoup de sécurité, de gouvernance de données qui respectent notamment les réglementations européennes. Bon, ça, c'est un sujet déjà. Mais surtout, comme j'ai dit, ça ne permet pas de faire un processus, de piloter un processus complet, ou en tout cas d'enrichir un processus complet et d'avoir cette action complète et complexe liée au processus métier des entreprises. D'où la deuxième partie qui est, et là on commence vraiment à parler d'agents, qui sont les agents, les super agents et les orchestrateurs. Donc toute cette partie plus haute utilise les LLM, c'est la base, c'est le socle, mais ils vont aller plus loin, ils vont logicialiser tout ça pour recréer, faciliter en tout cas des processus métiers qui peuvent être, j'ai commencé à parler recrutement RH typiquement, mais qui peuvent être aussi dans tous les domaines. Et on s'aperçoit que l'un des domaines où il y a le plus de possibilités, de capacités, d'intérêt, c'est le marketing et les ventes, mais il y en a d'autres, finance, production, etc. Et donc, si on rentre un peu plus dans le détail de ces autres agents-là, et là, c'est intéressant, il y a, on va dire, trois grandes catégories. La première catégorie, ce sont des agents assez simples qui vont simplement être promptés, être paramétrés pour répondre à une question. On entre des données en entrée et ils vont exécuter une tâche qui est toujours exécutée de la même façon. Donc, par exemple, je veux organiser un webinar. Je vais rentrer en entrée mes données sur le webinar, le type de webinar, à qui il s'adresse, etc. Je rentre toutes mes données, qui je suis,
à quel moment il a lieu, combien de temps il va durer, sous quel format, etc. Je rentre tout ça. Et l'agent, qui va s'appeler plutôt un assistant, on va parler d'assistant dans ces cas-là, l'assistant, lui, va préparer tout le texte, il va donner des idées, des angles d'attaque, il va préparer le texte, il va préparer les contenus de slides, les, euh, il va préparer les textes également de présentation de tout ça sur les réseaux sociaux, enfin toute la partie communication, euh, etc. Et donc, en fait, il va le faire parce qu'il a été instruit pour le faire. Et toujours de la même façon, c'est-à-dire que le webinaire suivant, ce sera un autre thème, mais toujours exécuté de la même façon par l'assistant IA, qui est donc un agent simple, mais déjà un petit peu plus complexe qu'un LLM, puisqu'il y a des instructions qui sont préparamétrées dans l'agent. Ça, c'est pas mal déjà, mais ça ne permet pas encore d'aller très loin. Et notamment, ce qui devient plus intéressant, c'est la notion de super agent, parce qu'il y a des processus qui sont beaucoup plus complexes que juste organiser un webinaire, et qui demandent à ce qu'on utilise plusieurs agents à la file les uns des autres, plusieurs assistants qui vont communiquer entre eux, qui vont se refiler des infos, qui vont travailler entre eux, ensemble, pour arriver à un résultat final qui est plus complet, plus riche, et donc qui apporte évidemment aussi beaucoup plus de valeur ajoutée. Alors là, je ne vais pas trop déflorer le sujet, parce que c'est de ça qu'on va parler, ça dont je vais vous présenter des résultats dans quelques instants, des exemples dans quelques instants. Et puis au-dessus de tout ça, vous avez encore un niveau qui est l'orchestrateur, qui reste un agent lui aussi, mais un agent, alors là, top niveau, d'ailleurs, les puristes disent que c'est ça, un agent. Il y a en vérité. Les orchestrateurs, c'est quoi? C'est la même chose que le super agent, donc il pilote plusieurs agents, mais en plus, il prend des décisions. C'est-à-dire que non seulement il va piloter différents agents, mais c'est lui qui va établir le workflow, la chaîne de commandement, et il va dire, voilà, non, moi, c'est pas par cet agent-là que je vais commencer, c'est plutôt par celui-ci, et je vais procéder de telle façon. Je vais changer l'instruction que tu m'as donnée au départ, toi, administrateur de l'agent, je vais la changer parce que je pense qu'il y a mieux à faire. Ou alors je te propose des choses et puis à toi de me dire si ça te convient. Et voilà. Et donc en fait, là, on est vraiment sur quelque chose, quelqu'un pratiquement, on pourrait presque dire quelqu'un qui va exécuter et même prendre des décisions avant l'exécution, des décisions sur un processus très complexe. Bon, ça, quelques mots sur le marché. Très clairement, le domaine de l'agentique est en très forte progression. Alors, on entend beaucoup de choses sur le fait que ça ne marche pas, mais en fait, en vérité, il y a quand même beaucoup de projets qui sont en cours, qui se développent dans les entreprises. On en discutait encore avec un des directeurs associés d'Accenture il y a quelques jours. Les demandes et les projets explosent littéralement dans les entreprises, pas que dans les grandes entreprises, hein, un petit peu partout. Alors, c'est sûr que c'est un petit peu plus lent à mettre en place dans les PME, mais les projets sont vraiment de plus en plus nombreux et on est sur des projets d'automatisation massive qui augmentent fortement. Avec bien sûr derrière une valeur ajoutée qui est énorme. Alors, la valeur ajoutée de ces super agents, c'est quoi? Ça permet d'automatiser, donc ça permet de gagner en productivité, en rapidité, ça permet d'accélérer les business. Ça permet également de gagner du temps, mais aussi de faire des choses qu'on ne pouvait pas faire avant. Typiquement, on peut faire des vidéos publicitaires en utilisant un super agent qui aurait mis d'une part des semaines, voire des mois à être réalisé par une agence et puis surtout à un coût 10 fois, 50 fois inférieur. Cela étant, il y a quand même des obstacles qui ont été notés depuis un an. Donc, il y a effectivement pas mal de projets qui ont échoué en 2024 et dans le courant de l'année 2025. Ces projets échouaient pour essentiellement deux raisons. La première, elle est liée à la sécurité et la deuxième, au mode d'adoption. Donc, je vais en parler un petit peu plus dans le détail maintenant. En l'occurrence, on se aperçoit que pour qu'un projet d'agent ou de super agent réussisse, et donc apporte de la performance, une homogénéité dans l'utilisation de l'IA générative, il y a un alignement profond avec les processus métiers de l'entreprise, il faut respecter trois grandes règles. C'est ce qu'on a compris en 2025, hein, les uns et les autres, en travaillant tous ensemble. Et maintenant, c'est à peu près clair que si on respecte ces règles, on a des projets qui sont très efficaces, je vous montre. Donc la première des règles, c'est la sécurité des données. C'est particulièrement vrai en Europe, mais sachez qu'aux États-Unis aussi se posent beaucoup de questions sur ce sujet. C'est pas comme si les Américains c'était que des cow-boys. Les entreprises américaines sont très soucieuses également de ne pas perdre leurs données, de ne pas les confier n'importe où. Mais en Europe, c'est évidemment encore plus bien en avance sur ces sujets.
et les clients sont très exigeants, et pas seulement dans les secteurs publics ou dans les secteurs souverains. Donc ça, on va voir comment on le traite. Maintenant, c'est assez clair de la façon de le traiter. On est plusieurs à savoir bien le traiter, et on peut le prouver. La deuxième chose qui est indispensable, c'est que pour créer un super agent, il faut que ce soit facile à créer. Si c'est compliqué, ceux qui utilisent Admiten ou Make en savent quelque chose, il faut plusieurs semaines avant d'être capable de commencer à vraiment être un petit peu à l'aise avec les outils. Et puis après, ça reste très, très complexe à gérer. Et aussi des questions de maintenance derrière. Enfin, tout ça est très compliqué. Donc, il ne faut pas que ce soit compliqué, hein. Il faut que ce soit simple à créer et il faut que derrière cette simplicité de création, avec une ergonomie qu'on peut industrialiser facilement, n'importe qui puisse créer un agent. Quand je dis n'importe qui, c'est pas n'importe qui. Ce sont des gens qui ont l'autorité pour pouvoir le faire, mais qui n'ont pas forcément une compétence informatique, de codage, qui sont des fans de techno, etc. Non, il faut que ce soit des gens du métier qui soient capables de créer. Puis la troisième chose, c'est qu'il faut que les utilisateurs finaux soient rassurés par rapport au fait que ce qu'on va leur proposer ne va pas, mettre en danger leur métier, ne va pas les mettre en danger eux-mêmes, ne va pas les brutaliser, parce que c'est vrai que c'est une rupture technologique, et dans le mot rupture, il y a déjà une forme de brutalité. Et donc la troisième chose que les professionnels ont constaté dans la mise en œuvre des agents, c'est qu'il faut que l'interface proposée corresponde exactement aux besoins qui est demandé par l'utilisateur final. Donc c'est pas je vous impose ma vue des choses, c'est OK, décrivez-moi bien la façon dont vous fonctionnez aujourd'hui. Là, on parle d'expérience utilisateur, hein, du X et du Y. Et donc, il faut que l'interface corresponde à ce qui est demandé, ce qui est attendu, voire même, évidemment, c'est l'idéal que ça apporte un plus et un confort d'utilisation encore supérieur par rapport à un logiciel classique traditionnel. Alors, on va traiter ces trois points. Le premier, c'est l'infrastructure. Il faut qu'elle soit sécurisée. Je vais simplifier le débat en disant que il y a trois moyens d'utiliser des agents sur la plateforme de Zenbaya et sur les, entre guillemets, bonnes plateformes. Vous savez, c'est comme les bons libraires, hein. Vous avez les bons agents et les bonnes plateformes. Alors, là, les bonnes plateformes, en tout cas européennes, sont celles qui proposent un modèle. Le modèle SaaS classique, là, c'est pour utiliser des données sans qu'il y ait de sécurisation particulière. Là, c'est parce que vous n'avez pas de données sensibles à traiter et pas de données de type personnel. La deuxième mode, c'est le SaaS sécurisé. Le SaaS sécurisé, c'est la plateforme est sur un environnement de type OVH, en tout cas en France, un environnement en France, sur un serveur sécurisé. Les données ne sortent pas du serveur, c'est localisé, ce qui implique de localiser également les logiciels qui sont à l'intérieur, donc notamment les fameux LLM, hein, les ChatGPT, Mistral et compagnie. C'est-à-dire que ce ne sont pas des Mistral qui sont online, c'est pas un Mistral online qu'on va utiliser, c'est un Mistral qu'on a téléchargé sur le serveur et qui ne fonctionne que sur le serveur et qui ne sort aucune donnée. Et le troisième mode qui doit être proposé également, c'est le mode on-premise, où là, la question est réglée puisque tout est placé directement chez le client lui-même sur ses propres serveurs qui sont exploités par les équipes d'exploitation du client. Donc là encore, évidemment, les données ne sortent pas. Donc ça, il faut que c'est un impératif absolu. En outre, bien sûr, il faut garantir une disponibilité, il faut un ensemble de processus de contrôle d'accès, de traçabilité, d'historisation, etc. Donc le tout doit être conforme en mode ISO 27000. Deuxième chose dont on a besoin, disais-je, pour que ça marche, c'est que ce soit simple à mettre en place. Et pour que ce soit simple à mettre en place, on s'est aperçu, ça peut paraître paradoxal, mais on s'est aperçu qu'il faut que ce soit le plus complet possible. On pourrait se dire, si c'est complet, oula, ça va être compliqué. En fait, c'est le contraire. Plus vous apportez d'informations et de données et de capacités au départ sur la plateforme, et plus vous rendez le travail de vos interlocuteurs, de vos clients facile. En l'occurrence, je donne un exemple, c'est les LLM. Je disais tout à l'heure que les agents, ils sont tous basés sur des LLM. C'est eux qui bossent. Et ces LLM, ben, si vous en fournissez un seul, il sera très bon dans un domaine, mais pas forcément dans les autres. Par exemple, on sait que Mistral, pour produire des images, c'est pas l'idéal. Claude est très bon sur de la production de code. Sur d'autres sujets, il sera moins bon. Gemini, par exemple, est excellent pour faire des études de marché. Il a une capacité à raisonner en profondeur qui est tout à fait remarquable, etc. Donc, chaque LLM a ses spécificités. Ils ont tous été conçus d'une manière un petit peu différente les uns des autres.
Et donc, il faut pouvoir tous les proposer de façon à ce que, en fonction du use case, marketing, vente ou autre, eh bien, on utilise plutôt tel ou tel ou tel élément. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il faut que, au-delà des LLM, on propose un catalogue, et donc c'est ce qu'on fait dans Zenbaia, un catalogue de processus, un catalogue de prompts, un catalogue de blocs d'instructions qui vont faciliter le travail des opérateurs, donc des personnes qui sont chez les clients ou qui sont chez nos partenaires qui travaillent pour des clients et qui créent des agents pour eux. Et en l'occurrence, ces catalogues de blocs d'instructions, c'est quoi? C'est le fait justement de mettre à disposition des instructions qui sont existantes pour éviter d'avoir à les recréer et à les réécrire. Donc c'est tout un catalogue, et puis vous pouvez les chaîner les uns aux autres, de façon à ce que les unes aux autres, sont pour discussion. Vous pouvez chaîner ces instructions, vous pouvez les modifier, vous pouvez en créer des nouvelles. Et c'est cette architecture qui facilite grandement le travail de création des agents, puisque quelque part, vous faites un copier-coller d'agents existants, et puis vous le modifiez, vous l'améliorez pour en créer un. La troisième chose qui est indispensable, c'est qu'évidemment, sur votre plateforme, vous devez proposer toutes les capacités multimodales du marché. Il ne s'agit pas seulement de créer du texte, il s'agit de créer des images, des infographies, des slides, de pouvoir interagir avec du bot, avec un avatar, etc. etc. Donc là, c'est aussi une capacité qui doit être possible sur la plateforme, qui, en l'occurrence, sur Zenbaia, on va le voir juste après, est très profonde. Et puis enfin, la dernière chose, c'est qu'on parle d'un monde ouvert, complètement ouvert en termes de lecteurs, de webhooks, également de discussion avec d'autres agents ou d'autres plateformes d'agents, comme j'en ai parlé, Newton ou Make. Et donc, on est sur une plateforme qui est complètement ouverte et qui peut discuter avec votre CRM, qui peut discuter avec votre ERP, qui peut discuter avec votre logiciel métier, qui peut récupérer vos données dans SharePoint, qui peut également discuter avec votre base de connaissances en mode RAG, ceux qui connaissent le RAG. Bon, je le dis comme si c'était un petit sujet, mais en fait, c'est un sujet absolument essentiel. Le RAG, c'est ce qui permet d'avoir des gens beaucoup plus profonds, on va le voir juste après. Et le tout, donc, pour pouvoir, derrière, facilement créer ces agents dont je parlais un instant. Quelques mots, alors je vais passer très vite. Vous aurez les slides. J'ai oublié de le dire, c'est enregistré, donc vous avez le replay qui sera envoyé avec également un white paper, un livre blanc sur cette conférence. Et donc, vous avez ici une présentation de l'ensemble des principales technologies qui sont mises en œuvre dans la boîte à outils Zenbaia. Ouais. C'est très complet. Ça fait, pour information, 6 ans que cette plateforme est développée et, donc a été mise en œuvre chez les clients qui, au fur et à mesure, nous ont aidés aussi à enrichir davantage et toujours davantage la plateforme. Le dernier point qui est essentiel, c'est le fait d'avoir une interface qui corresponde, disais-je, à ce qu'attend l'utilisateur pour faciliter l'adhésion. On sait que l'adhésion des utilisateurs finaux, c'est un point crucial, critique dans la réussite d'un projet. Et donc, il ne s'agit pas de leur présenter n'importe quoi, il faut que ça s'inscrive dans leur mode de fonctionnement, leur geste métier habituel. Alors, le premier type d'interface évident, c'est ils utilisent actuellement un logiciel, je sais pas, de compta, par exemple, ou de CRM, et l'agent, il va être totalement transparent. Ils vont même pas le voir, simplement, l'agent va être intégré dans ce logiciel de manière transparente. Il y aura juste marqué peut-être en bas à droite Powered by Zenbaia, et il va exécuter une tâche telle qu'elle aurait été prédéfinie. On va voir des exemples de tâches tout à l'heure, dans le cadre de leur travail quotidien. Donc, ça va leur faciliter la vie. Ça, c'est un premier exemple. Ensuite, il y a des consoles. Alors, on propose par défaut une console d'accès à des agents, où là, on va en discuter en direct avec l'agent, un petit peu en mode chat, mais avec donc cet ensemble d'instructions et de capacités complémentaires qui sont celles des super agents. On va voir des exemples de tout ça. Autre exemple qu'on va montrer, une extension Chrome. Alors, l'avantage de l'extension Chrome, c'est qu'elle appelle un agent pour exécuter une tâche sur un contenu qui est en direct en ligne, sur lequel on est. On est en train de visiter une page. Tiens, on a une question. On va poser la question à l'agent qui va exécuter du coup tout un travail sur cette page et livrer un résultat. Autre exemple d'interaction, c'est un avatar. Alors, l'avatar, c'est très utile pour les entretiens. Entretien, par exemple, de vente. Je suis en face d'un client, on va le voir dans un instant, en face d'un client et je souhaite améliorer mon pitch. Je vais être en face d'un client dans quelques jours. C'est le du closing et je voudrais améliorer mon pitch et
mon entretien avec lui, et donc cet avatar va vous piloter, va faire une simulation d'entretien de vente, avec derrière des recommandations, une évaluation des recommandations. Autre exemple que tout le monde connaît, c'est les webbots, hein, sur le site de Zenbuyer. Donc zenbuyer.com, vous avez un bot qui est piloté par un agent. Et puis encore un autre type d'interface, eh bien, c'est le fait de pouvoir scraper le web et d'aller chercher des informations pour les livrer au cas par cas. Et on va commencer pratiquement par ça dans les exemples que je vais vous montrer. Alors, les exemples que je vais vous montrer maintenant, on va passer à la partie un peu plus présentation démo. Ils sont tirés de quelques clients, donc que voici. Alors, je déplace légèrement ici la chose parce que ça, si, c'est important. On existe depuis un an maintenant, commercialement il y a 9 mois, et on a d'ores et déjà gagné Yahoo des trophées. Donc, je cite le plus récent, c'est GoToChannel, c'est IT Partners. Donc, on est dans le monde de la distribution et du commerce. Trophée pour la solution la plus innovante dans le domaine en 2026, dans le domaine, dans la catégorie Digital Workplace. Et donc également, évidemment, on va citer des clients. Alors là, on a cité quelques-uns seulement. On a cité ceux qui sont un petit peu connus, les logos qui sont connus un petit peu de tout le monde, mais il y a également des PME, des startups, et puis on a également pas mal de partenaires qui utilisent la plateforme de Zenbuyer. Et alors maintenant, le travail va consister à vous montrer ce qu'on fait avec eux. Eh bien, on va présenter des exemples qui sont dans le parcours marketing-vente. D'abord parce que c'est le sujet du jour. Ensuite, parce que c'est là qu'on a développé le plus de super agents. Probablement parce que c'est un domaine qui est très demandeur du sujet et sur lequel il y a une maturité peut-être plus importante que sur d'autres sujets, comme la sécurité ou la qualité. En tout cas, c'est un domaine très, très moteur sur la création d'agents. Et on va voir du coup qu'on a développé ces agents dans tout un parcours. Au fur et à mesure, il y a toujours des trous dans la raquette, mais il y a déjà pas mal de choses qui existent, hein, qui sont en production. Pour la partie analyse et stratégie marketing, analyse de marché avec concurrentiel, la création de contenu, la création de visibilité, en fait, et de notoriété pour la marque, la génération de leads, peut-être un peu l'étape suivante, hein, quelque part, hein, vous avez identifié des contacts, donc on va maintenant générer des leads. Également des agents qui sont dans la réponse aux appels d'offres, consultation, la proposition commerciale, dans la préparation d'un rendez-vous et dans le suivi CRM et quelque part aussi la relation client, le suivi expérience client, relation client. Donc, tout ça, je vais vous présenter un par un quelques agents pour vous en donner quelques exemples. Alors encore une fois, on va parler ici de super agents, hein. Donc on parle d'agents qui sont complexes, pas juste je pose une question et pas juste un petit processus tout simple. Là, on est sur des agents qui déjà développent des processus un petit peu compliqués. Alors là, pour le premier, c'est dans le domaine un peu du marketing stratégique pour un grand industriel qui travaille sur le sujet du design des entreprises et notamment des affiches et de la logotisation des entreprises. Donc, qui vont créer des visuels en design qui mettent en valeur une entreprise sur différents supports, qui soient, ça peut être des voitures, ça peut être des points de vente sur le site, le siège social de l'entreprise, etc. Donc, ce grand industriel a prospect ou comme client des grandes entreprises qui, à un moment donné, se disent on va changer notre design et donc ça veut dire qu'il va falloir changer le design de tous ces supports sur lesquels on présente la marque. Et la question qu'ils nous ont posée, c'est comment faire pour identifier un petit peu en amont des entreprises qui sont justement dans cette situation où elles envisagent de changer leur design et la présentation du design sur les supports. En l'occurrence, les cas de figure peuvent être nombreux. Ça peut être une entreprise qui change complètement de stratégie, par exemple, et qui, à l'occasion d'un changement de stratégie, change de plateforme de marque et donc de charte graphique. Ça peut être une entreprise qui se fait racheter par une autre entreprise et donc la même chose, elle va en changer tous ses supports de présentation. Il peut y avoir donc plusieurs signaux faibles qui
permettent de savoir, en tout cas d'identifier qu'il y a une intention de faire ces projets. Alors, ce sont des projets évidemment très importants, hein, centaines de milliers d'euros de budget à chaque fois, voire de millions d'euros de budget dans certains cas, puisque ça peut être aussi à l'international. On parle d'un très gros industriel international. Et donc, la question, c'est comment identifier ces entreprises qui ont les capacités aussi à le faire, hein. Donc, c'est pas n'importe qui. C'est-à-dire qu'on part d'une base d'entreprise qui est connue déjà par notre industriel, qui connaît en fait tous les interlocuteurs potentiels. Et donc, il s'agit de connaître le bon timing et également le bon type d'usage. Et là, donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé un super agent qui va enchaîner plusieurs tâches complexes. La première de ces tâches, c'est d'aller scraper le web à la recherche d'informations sur plusieurs médias, plusieurs sources d'informations qui reprennent les signaux faibles décrits par le client. Donc, typiquement, une entreprise vient de se faire acheter. Et donc, à partir de là, la deuxième tâche, c'est d'identifier des contacts au sein de cette entreprise, d'enrichir ces contacts avec notamment des informations qui portent sur le sujet en question, mais également par exemple des discussions dans des forums. Donc, c'est à la fois le profil du contact, sa capacité à être un interlocuteur de choix pour la discussion à venir avec l'industriel, mais c'est également le fait qu'il a dit dans un forum ou s'est inscrit sur un événement, par exemple, qu'il a eu tel et tel comportement qui est riche et qui est intéressant pour le commercial lorsqu'il reprendra contact avec cette société. Et toutes ces informations donc, sont ensuite scorées, c'est-à-dire que là, en l'occurrence, on va dire que la probabilité, vous voyez, c'est la pomme ici en jaune, la probabilité qu'il y ait réellement un projet est très importante, et donc il faudrait effectivement prendre contact rapidement avec cette société, et c'est transmis, alors là, en l'occurrence, non pas à l'équipe commerciale, parce que ça pourrait être intéressant, mais à l'équipe marketing qui va déjà en faire dans un premier temps un premier mashup qu'on va leur fournir également, on va mâcher un petit peu le travail, de façon à ce qu'ils aient derrière des idées qui ne portent pas seulement sur l'entreprise en question, mais sur le secteur d'activité et qui les aident aussi à améliorer leur offre. Donc là, on est vraiment sur du marketing stratégique, de construction d'offres et de construction de stratégie d'approche du marché. Et après, c'est transmis à la lead gen. On va voir un autre exemple de lead gen dans quelques instants. Voilà un premier exemple. Alors là, ici, l'interface, c'est quoi? Tout ce qu'il nous demande, c'est un Excel. Alors, je simplifie, en fait, c'est pas un Excel, c'est un Excel en ligne, hein. Ça se présente comme un Excel en ligne, en tout cas, qui est enrichi au fur et à mesure que les informations arrivent, donc au fil de l'eau. Et eux, ils n'ont pas à discuter avec un agent. Ils ne vont pas poser des questions à un agent. Ils reçoivent le résultat complet de l'ensemble du travail qui a été effectué par l'agent. Et nous, en l'occurrence, on discute avec eux en leur présentant la façon dont ces résultats ont été obtenus. On leur a présenté toute la machinerie qui est derrière. Je ne vais pas le faire ici, mais je vais le faire dans un autre exemple après pour que vous voyez la façon dont ça fonctionne. Donc, en toute transparence. Deuxième exemple, je regarde l'heure quand même rapidement. Ouais, je suis accéléré. Deuxième exemple. Alors là, l'idée, c'est on est face à un éditeur logiciel de comptabilité qui a lancé un produit aux États-Unis qui marche très bien de consolidation financière. Et en Europe, ça marche un petit peu. Et donc, ce qu'ils souhaiteraient, c'est pouvoir améliorer leur visibilité et leur génération de leads également et de contacts sur ce logiciel. Le premier dispositif qu'on met à leur disposition, c'est un site web qui est automatiquement créé. En fait, c'est un site média, on va dire un blog, hein, si vous préférez, qui est automatiquement alimenté par nos agents sur le thème en question de la consolidation financière et qui va automatiquement créer des articles optimisés SEO, optimisés GEO, de façon à ce qu'ils gagnent en visibilité sur ce sujet. Alors, c'est un blog donc, qui est thématique. Il n'y a pas au départ le logo du client sur le blog, mais il y a des liens vers l'entreprise et donc l'entreprise va récupérer aussi des leads derrière. D'autant que, en termes de conversion, il y a un deuxième dispositif qui est mis à disposition toujours par un autre agent, c'est qu'on identifie un certain nombre on scrape LinkedIn, on identifie des contacts en direction financière qui sont potentiellement intéressés par ce sujet et on leur envoie une proposition d'être interviewés dans le cadre de ce blog sur leurs pratiques en matière de consolidation financière. Et donc, évidemment, ils peuvent être intéressés à témoigner de leurs pratiques et à partir de là, on leur envoie automatiquement, tout ça est fait par un agent,
toujours dans ce processus dont je parlais tout à l'heure. On leur envoie automatiquement un questionnaire qui est général à voler en fonction de leur profil LinkedIn et de leur personnalité. Ils remplissent le questionnaire, tout ça est réintégré automatiquement et ça donne l'occasion à un consultant de l'éditeur logiciel de reprendre contact ensuite avec cet interlocuteur VIP et donc de créer une occasion de discussion. Toujours avec cet interlocuteur, avec ce client éditeur de logiciels en comptabilité financière, on a un deuxième dispositif qui est mis à leur disposition, un deuxième gros agent, un deuxième super agent, qui s'appelle ZenLeads. Alors lui, il est encore plus complexe et encore plus à valeur ajoutée. Le principe est le suivant, il s'agit tout simplement de générer des leads, c'est-à-dire des contacts, des fiches de contact. Et je vais tout de suite vous présenter la fiche de contact générée par ZenLead pour les commerciaux de cet éditeur de logiciel. Là, en l'occurrence, c'est une fiche de contact d'abord qui va présenter la personne qui semble avoir une intention d'achat dans le domaine qui a une intention d'achat en vérité, dans le domaine qui intéresse l'éditeur logiciel, notre client, et donc avec une présentation complète de son profil, de ses points de vue. Et là, on est sur une fiche de synthèse. En complément, on va lui faire une analyse de carrière. Donc, le commercial qui va l'appeler va avoir une overview beaucoup plus importante du parcours de la personne et au moment où il va discuter avec elle, va pouvoir établir son discours sur des bases beaucoup plus solides. De la même façon, une analyse de son comportement récent avec des recommandations d'action, par exemple ici être direct et concret dans les propositions, en fonction de la personnalité du disque, et une analyse disque ici, et également du SWOT de la personne. Quels sont ses enjeux, etc. Et donc finalement, une fiche de préparation des meetings. Donc le commercial a tous les éléments pour pouvoir appeler dans les meilleures conditions possibles l'interlocuteur. Alors ces fiches, elles ont été créées avec l'éditeur, avec le client, et continuent d'ailleurs d'être améliorées au fur et à mesure qu'on a des échanges avec les commerciaux. Au fur et à mesure, on améliore, on optimise ces fiches. Là, par exemple, ce qui nous a été demandé, c'est d'être un peu plus concis sur certaines parties, parce que les commerciaux n'ont pas le temps de tout lire. Mais par contre, c'est vrai que les réactions des commerciaux, quand ils reçoivent ces informations, sont extrêmement favorables, parce qu'on parle en fait de projets qui sont importants, des paniers de vente moyens qui sont élevés, pour ne pas perdre ces contacts qui ont des intentions d'achat. Et il faut que chaque contact soit valorisé au maximum. Donc, ce sont des informations très riches et très, très intéressantes pour les commerciaux. Donc, comment on arrive à ça? Comment on arrive à obtenir ce résultat? On a construit un super agent qui pilote différents agents. Donc, en l'occurrence, on a évidemment en amont discuté avec l'éditeur de logiciels des mêmes choses, des signaux faibles qui nous permettent de comprendre quelles sont les intentions d'achat. À partir de là, on a un premier agent qui s'appelle l'éclaireur, qui va scraper le web, qui va identifier des comportements qui montrent une intention d'achat en fonction de ce qui a été discuté et défini préalablement avec notre client. Ensuite, l'enquêteur, c'est un deuxième agent qui, lui, va enrichir toute la donnée. Donc, il va trouver plein d'informations sur la personne, son parcours, un petit peu les fiches que vous avez vues là, à l'instant. Puis l'analyste, lui, qui va définir un scoring de probabilité qu'effectivement, il y ait une intention d'achat forte. Et enfin, Plume, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il envoie des messages. Donc, en l'occurrence, ici, des messages par LinkedIn, des messages email, selon un processus de marketing automation qu'on a mis en place dans nos outils. Alors, in fine, on livre donc le fiche que je vous ai montré, mais je vais vous montrer également alors on va rentrer un tout petit peu il me reste quelques minutes, dans la mécanique. Et je vais vous montrer ce que ça donne concrètement. Donc ici, on est sur l'interface qui est mise à disposition de notre client, qui a la possibilité d'accéder. Alors ici, c'est l'environnement de démo, ce n'est pas celui évidemment, qui est destiné au client lui-même. Et ici, on a donc des listes de prospects en fonction des différents types de comportements qui ont été définis. Donc ici, je suis sur une liste de prospects et dans cette liste de prospects, dès que ça veut bien apparaître, donc j'ai une liste d'interlocuteurs et pour chacun de ces interlocuteurs, j'ai toutes les informations que je vous ai montrées auparavant dans la fiche de contact, dans les webcards que je vous ai montré préalablement. Donc, vous voyez, il y a beaucoup d'infos et qui ensuite vont être mâchées dans les webcards que je présentais. Donc là, on est dans la partie, si vous voulez, de création en fait de ces listes. Et pour alimenter cette partie-là, il y a un agent précédent que je vais vous montrer également, qui est ici. Donc là, on va rentrer vraiment dans le cœur de la mécanique. Là, je vous dis, les utilisateurs
n'ont pas à voir ça. Ça, c'est un travail qui est fait par Zenbaya et par les partenaires de Zenbaya, donc en l'occurrence par B2B Expert, pour ne pas le citer. Et en l'occurrence, ici, vous voyez, on est dans la partie qui est vraiment le moteur de création, le moteur de scrapping et de création. Et là, par exemple, on a pour ce contact, alors on est sur un environnement démo, hein, on a trouvé une personne qui a, dans cet environnement de démo, un comportement intéressant et donc qui correspond à ce qu'on lui a demandé. Et on a ici enrichi la fiche de contact de cette personne avec des données sur l'entreprise, déjà, dans un premier temps, de connaître l'entreprise, et puis ensuite le profil de la personne. Et c'est à cet endroit-là donc que le moteur va travailler. Et puis à la fin, on a donc ce calcul de score. Et c'est ici qu'on enrichit les fiches. Donc là, par exemple, j'ai un autre interlocuteur, je peux demander d'enrichir, l'enrichissement est en cours. Un exemple de ce qu'on peut faire et de la façon dont ça fonctionne sur cet agent. Je reviens du coup à ma présentation générale. Et pour finir, quelques exemples rapides d'autres interfaces possibles. Alors, une autre interface, c'est vous êtes commercial, vous voulez répondre à une consultation, vous avez reçu un offre avec un questionnaire. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, on a une interface qui permet, vous cliquez sur une des questions du questionnaire, automatiquement, il va trouver la réponse en allant chercher la réponse dans une base de connaissances que vous lui avez fournie. Ça, c'est un autre exemple d'interface, donc c'est très facile à utiliser, évidemment. Autre interface possible, c'est la génération automatique de propositions commerciales. Vous allez entrer dans l'outil, je vais peut-être le montrer parce que là, ça va aller vite. Vous allez montrer dans l'outil, vous allez entrer les informations correspondantes à ce que vous voulez faire. Donc ici, en l'occurrence, je vais dans mon agent. Donc là, c'est mon interface pour créer une proposition commerciale sur la base d'un appel d'offres que j'ai reçu. Donc, je vais vraiment c'est un vrai appel d'offres, public en l'occurrence, avec des données publiques. Donc, je vais lui envoyer ici, dans le contexte, des informations. Donc, ça, voilà mon appel d'offres. C'est un appel d'offres pour se doter d'un logiciel IA sur la réponse pour un service client, en l'occurrence pour l'OP-commerce. Donc, j'ai entré toutes les données dans la phase de contexte, un petit peu comme je fais dans ChatGPT, sauf qu'ici, vous voyez, j'ai d'autres contextes possibles. En l'occurrence, je peux rentrer des informations sur des enjeux et objectifs du client qu'il n'aurait pas mis dans l'appel d'offres, mais que j'aurais pu récupérer par ailleurs. Je peux rentrer des informations complémentaires sur mon produit, mon service, mon entreprise, sachant que de toute façon, ici, mon agent, je l'ai branché sur un RAG, donc sur une base de connaissances où j'ai déjà plein d'informations sur ce que je vends, ce que je fais, les propositions que j'ai déjà envoyées, etc. Donc, il est déjà, entre guillemets, très intelligent sur ces sujets-là. Mais là, je peux en rajouter encore en tant qu'utilisateur. Même chose ici. Là, je ne vais pas le faire. Et là, pareil. Voilà. Et donc, ici, après, je lance. Et donc, je vais avoir ici, dans cette partie, les différents chapitres de ma proposition commerciale. Donc, ici, je lui demande déjà de me rappeler rapidement quels sont les points clés du projet. Ici, je vais avoir une présentation du client. Donc, à chaque fois, on est sur un chapitre. Là, c'est le client, donc qui vous êtes, quelle est la solution que vous demandez, qui est ma société. Et à chaque fois, donc c'est en fait un bloc d'instructions, hein, c'est les blocs d'instructions dont je parlais tout à l'heure, qui ont été mis en œuvre pour générer une proposition commerciale complète correspondant à la demande qui est faite. Donc la solution que je propose, c'est toujours la chose la plus délicate, parce que là, il faut que l'agent prenne en considération la demande qui est faite en amont, mais également ce que je sais proposer, donc avec mes prix, avec ma méthodologie de mise en œuvre, etc. Et donc ça se prompte correctement, ça se paramètre. Et une fois que vous l'avez fait, ça marche dans tous les coups. Et en l'occurrence, ici, ça fonctionne. Donc, en réponse, vous voyez, j'ai les principales fonctionnalités décrites de la solution que je vais proposer, avec une architecture, avec un projet de mise en œuvre, qui est quoi. Ici, j'ai ensuite évidemment le budget, et puis le ROI, l'introduction, je passe, et puis à la fin, donc une proposition complète qui cumule l'ensemble des chapitres et qui aboutit à la fin à une proposition que je peux donc du coup exporter au format Word pour le mettre, pour l'envoyer dans un format Word PDF à mon client final. Ou bien, autre possibilité, je peux aussi en faire un support PowerPoint. Dans ce cas, je vais juste cliquer sur un autre onglet qui est ici Slide et je vais aboutir à une présentation PowerPoint
de ce type reprend l'intégralité de ce que j'ai décrit en amont dans la proposition commerciale. Voilà, donc ça c'était un autre exemple de ce qu'on peut faire, une autre interface. Et quand j'ai dit ça, j'ai à peu près tout dit. Je vais passer sur d'autres slides qui sont derrière et que vous pourrez voir encore d'autres types d'interfaces ici. J'en ai parlé au tout début, c'est une simulation d'entretien de vente avec un avatar. Là, c'est une intégration dans un logiciel CRM d'agents existants, donc de manière complètement transparente pour l'utilisateur. Encore d'autres interfaces disponibles. Quelques questions, quelques points sur la mise en œuvre de ces logiciels. Du coup, c'est assez facile à mettre en œuvre, hein, c'est assez rapide. Parce que tout est prêt, justement, hein, c'est ce qu'on disait, c'est très complet, donc il faut compter un agent très simple, c'est 1 heure ou 2. Un super agent, ça peut être 15 jours à 1 mois de mise en œuvre, avec tous les tests, avec le client, etc., les réunions, etc. Il faut quand même que ça soit admis par les équipes en interne et qu'ils recettent tout ça proprement. Donc, il faut compter 1 mois. Mais c'est facile à faire. C'est vraiment très simple grâce aux dernières évolutions, notamment des LLM, mais également de ce qu'on a compris, de ce que les clients attendaient au fur et à mesure qu'on mettait en œuvre. Et voilà, merci à tous et donc à très bientôt, j'espère.